Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode du lundi 17 juillet, accident de télécabine mortel à Mont-Tremblant, l'identité des victimes est maintenant connue. Une balade à vélo au Bas-Saint-Laurent aurait pu avoir une fin tragique pour un homme de 69 ans. Et le virage santé de 2012 dans les cafétérias des hôpitaux laisse encore à désirer. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Salut Jean-François. Salut Marianne. On commence avec un accident tragique qui s'est déroulé cette fin de semaine, un accident de télécabine à Mont-Tremblant. On connaît maintenant l'identité des victimes. Donc, il s'agit de Sheldon Johnson, 50 ans, et de Marichou Gleyo, 58 ans. Donc, l'homme est décédé, tandis que la femme, elle, se trouve toujours dans un état critique. Les deux victimes sont originaires de l'Ontario et la gondole, en fait, ce serait une gondole qui serait entrée en collision avec une foreuse, selon les informations de la SQ. Donc, la collision l'aurait provoqué un fracassement de la télécabine et ensuite aurait provoqué la chute des occupants. On peut écouter Sam-Sarah Rainville, qui est journaliste et rédactrice web à TVA Nouvelles, qui, elle, était sur place. Elle nous résume c'était quoi l'ambiance là, une fois arrivée sur les lieux. Lorsqu'on est arrivé, on nous a dirigés au poste de commandement qui se trouvait à l'hôtel du Sommet des Neiges. Donc, comment ça s'est passé? En fait, c'est qu'il y avait une scène qui a été mise en place, bien évidemment. Mais puisque l'accident s'est produit à mi-parcours entre le bas de la montagne et le sommet, on n'avait pas accès à rien du tout. On voyait pas du tout l'accident. Mais c'est étrange, cet accident-là. Je veux dire, tu sais, les cabines, ils suivent toutes, là. Pourquoi cette cabine-là? Pourquoi l'autre d'avant a passé, que celle-là n'a pas passé? Qu'est-ce que la foreuse a fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle faisait là, cette foreuse-là, pendant qu'il y a des activités sur le site? C'est la question qui est soulevée là, présentement sur les réseaux sociaux. Ça sent la poursuite aussi, ça sent le blâme. En tout cas, j'ai hâte de suivre tout ça. Oui, puis il y a des sources qui ont affirmé à Radio-Canada qu'il y a 2 télécabines qui ont été percutées par la foreuse, dont une qui avait 2 occupants et l'autre qui était tout simplement vide. Et l'opérateur de la foreuse aurait voulu la déplacer en prévision des travaux qui devaient être effectués le lendemain, donc aujourd'hui. Puis l'accident serait survenu lors de ce déplacement-là. Bien évidemment, l'opérateur, lui, a subi un choc nerveux là, pour lequel il est allé à l'hôpital. Puis il doit bien évidemment être interrogé par les policiers. Il y a la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, donc la CNESST, qui a des enquêteurs sur les lieux qui travaillent en collaboration avec la SQ. Donc, 2 personnes qui venaient de l'Ontario, qui se trouvaient dans la télécabine, qui ont été éjectées. Oui, qui ont été éjectées, c'est ça. Oui, et qui ont effectué une chute de plusieurs mètres à cet endroit du parcours. Là. C'est environ à mi-chemin entre la base de la montagne et le sommet. Il faut dire qu'en temps normal, les télécabines permettent aux visiteurs, eux, de se hisser au sommet de la montagne, qui est à 875 mètres d'altitude. Mm-hmm. Donc, on peut séparer la poire en deux, là, puis imaginer la hauteur de la chute des 2 victimes. Ça soulève beaucoup de questionnements et beaucoup aussi d'empathie là, envers les victimes puis la famille là, de ces 2 Ontariens. Vraiment, parce que tu t'en vas en vacances, là. Tu t'en vas pas, dans ta tête, tu t'en vas pas à haut risque. Là. Tu dis, on va prendre la télécabine, on va aller voir un peu en haut. Mm-hmm. Puis c'est pas, t'es pas à Whistler, là, dans le sens que la télécabine est pas est haute, mais tu sais, t'as pas le vertige là, quand tu montes à Tremblant quand même. Là. Mais c'est certain qu'une chute, c'est vite arrivé. Et c'est surtout que c'est pas un problème mécanique, c'est pas un comme câble. On a connu à Mont-Sainte-Anne. Exact, c'est pas parce qu'elle n'a pas été inspectée, c'est pas parce qu'il y a eu une négligence au niveau de la station, c'est qu'il y a quelqu'un qui a décidé de passer avec sa foreuse à ce moment-là. J'ai hâte de voir qui va être blâmé dans cette histoire. Oui, puis à ce stade-ci, les policiers, on doit préciser qu'ils n'ont pas encore porté d'accusation criminelle dans ce dossier-là, qui compte aussi parler à la femme blessée lorsqu'elle sera en mesure de le faire. Puis la station Mont-Tremblant a mis les drapeaux en berne en signe de respect pour la famille des victimes de l'accident. Et le fonctionnement du service de télécabine est arrêté jusqu'à nouvel ordre parce que, bien évidemment, on fait enquête. La malbouffe est toujours présente et très populaire dans les cafétérias des hôpitaux du Québec. Et ça, plus de 10 ans
après l'adoption d'une politique qui devait les rendre exemplaires. C'est le Journal de Montréal qui a récemment visité les cafétérias d'une quinzaine d'hôpitaux des régions de Montréal et de Québec. Et le constat, c'est que les clients qui souhaitent manger de la malbouffe ont vraiment aucun problème à s'en procurer. Et petite précision, là, c'est de la nourriture qui est disponible à l'achat pour les visiteurs et les employés et non celle servie aux patients. Je te donne quelques exemples. Les patients aussi, des fois, c'est de la malbouffe, mais ça, c'est un autre c'est dossier. Pas le même genre de malbouffe, effectivement. Je te donne des exemples, Jean-François, à l'hôpital Sainte-Justine, qui est un hôpital spécialisé dans les soins aux enfants malades. On peut acheter un hamburger avec bacon, de la pizza qui dégouline de fromage, des boissons sucrées, tandis qu'à l'hôpital de Sainte-Mary à Montréal, on propose plutôt des sandwichs à la viande fumée, des hot dogs, une panoplie de desserts sucrés. Puis il y a Corinne Voyer, qui est directrice générale du collectif Vital, qui, elle, dit que les hôpitaux doivent donner l'exemple au même titre que les écoles qui prônent les saines habitudes de vie. C'est plus une question de principe, effectivement. Tu es à l'hôpital, on va te dire souvent qu'il faut que tu fasses attention à ton alimentation, ton cholestérol, ton diabète, faire de l'activité, puis en échange, dans leur cafétéria, on t'en sert. C'est plus pour le principe, parce que dans les fêtes, c'est pas parce que tu en manges une fois lors d'une visite, tu vas visiter ta mère à l'hôpital, tu te dis de manger de la pizza. C'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas être malade. C'est plus le principe. Puis souvent, tu sais, moi, j'ai eu... Mon papa s'est fait opérer là, pour le cœur. Il a été un bon bout de temps à l'hôpital. Puis alentour des hôpitaux, les gens le savent qu'il y a beaucoup de monde. Il y a énormément de petits restaurants. Puis c'est pas des restaurants végétariens nécessairement, là. Fait que, tu sais, si tu le prends pas à l'hôpital, tu vas sortir, tu vas faire 2 coins de rue, puis tu vas aller dans un fast-food quand même. Mais je comprends le principe derrière la chose. Exact. C'est ce qui est soulevé, notamment là, du fait qu'on peut sortir de l'hôpital, aller s'acheter aussi de la malbouffe ailleurs. Mais en fait, là, ce qui est soulevé aussi, c'est que les centres hospitaliers doivent appliquer depuis 2012 une politique alimentaire saine qui est basée sur les orientations du ministère de la Santé et des Services sociaux. Puis le gouvernement souhaitait faire du réseau un milieu exemplaire en matière d'offres alimentaires au Québec. Et le virage santé qui était visé inclut notamment offrir des repas et des collations de haute valeur nutritive, éliminer la friture et l'usage d'aliments préalablement frits, éliminer de l'offre alimentaire les boissons sucrées, donc on peut penser ici aux boissons gazeuses, aux boissons à base de fruits, éliminer les produits dont le principal ingrédient est le sucre, ou du moins l'équivalent, et s'assurer d'offrir des desserts et des collations à base de fruits ou de lait. Je mentionne que ces objectifs-là sont pas obligatoires. Chaque direction des hôpitaux demeure responsable de son offre. Et d'ailleurs, le MSSS n'a mis en place aucune mesure pour obliger les hôpitaux à s'y conformer. On peut écouter un extrait de Mme Voyer, Corinne Voyer, directrice générale du collectif Vital. Dans un premier temps, on souhaiterait que tous les centres hospitaliers puissent sortir cette malbouffe-là et offrir des aliments sains. On s'attend que le ministère de la Santé accompagne ces milieux pour le faire. Donc là, présentement, on sait qu'il y a des bons coups. Donc, on parle de partage d'expertise là, qui devrait être riche là, comme source d'information. On parle aussi d'un suivi, des directives qui sont claires. La politique a été faite pour ça, mais là, je pense qu'il y a un rappel là, du ministère de la Santé qui est nécessaire, puis d'un suivi un petit peu plus serré pour s'assurer que l'application est au rendez-vous. En même temps, tu parlais de ce qu'ils souhaitent, tu sais, avec le prix des aliments présentement, là, mettons, toi, là, tu vas visiter quelqu'un à l'hôpital, puis là, t'arrives, puis là, on a une belle assiette santé avec des légumes, des fruits, du poisson, mais ça va te coûter 25$, là, manger ça, tu comprends? Ouais, mais ça, c'est dans Ou tu traverses la rue, mais ça, puis tu même vas à au l'épicerie, McDo. Jean-François, là, les légumes, c'est bien plus cher qu'un sac de chips ou... Ben c'est ça. Mais je veux dire, ça va finir que la personne va sortir de l'hôpital puis elle va aller en face manger. Ouais. C'est ça que je veux dire. Fait que... Exactement. Puis il y a aussi Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition, qui disait qu'une boisson santé, c'est de l'eau, du lait, des boissons végétales enrichies, puis que tout ce qui est croustillé, tablettes de chocolat, boissons sucrées, même s'ils sont abondantes, on doit quand même privilégier une alimentation plus santé. Puis, en terminant, là, il y a de moins en moins de nutritionnistes qui sont embauchés comme gestionnaires des services alimentaires. Donc, peut-être que ce sera la solution pour augmenter le nombre d'alimentations, là, peut-être un petit peu plus santé pour nos hôpitaux. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
La ville de Mirabel a fait beaucoup jaser dans les dernières heures, là, notamment après qu'un billet de sensibilisation remis par des policiers de Mirabel le 13 juillet dernier a été mis en ligne sur Twitter dimanche. Donc, ce qui a été mis en ligne, c'est une photo qui montre une contravention, comme quoi on pouvait pas avoir... c'est une contravention là, pour avoir joué dans la rue. Mais c'est pas une contravention en dollars, hein? Non, c'est un avertissement. Voilà. Et ça a été partagé par Marc-Olivier Neveu, qui est ex-candidat à la mairie de Saint-Jérôme et étudiant en urbanisme à l'UQAM, qui lui se demande dans son tweet, là, et il dit qu'il se demande encore quels sont les motifs pour interdire aux enfants de jouer dans la rue, dans une rue résidentielle de banlieue. La rue devrait appartenir à tout le monde, pas seulement aux automobilistes. Donc, c'est ce qu'il a écrit comme message accompagné de la photo. Puis, dans le règlement de la ville de Mirabel, il est effectivement écrit qu'il est interdit de jouer dans une place publique ailleurs qu'aux endroits aménagés à cette fin. Et ça, c'est selon un document consulté par TVA Nouvelles. On peut écouter un extrait de Nicole Gibault, qui est juge à la retraite, qui explique un peu d'où vient ce règlement-là. Depuis la loi sur l'autonomie municipale, qui donne le pouvoir au maire et au conseil municipal là, de désigner des endroits dans leur municipalité pour jouer, c'est tout à fait possible. Toutefois, il faut effectivement avoir un règlement à cet effet-là. Et pour ne pas enfreindre le code de sécurité routière. Parce que oui, Alexandre, ça existe dans le code de sécurité routière. C'est une prévision de ne pas jouer dans les rues, sauf si c'est autorisé. Alors, le sauf si c'est autorisé, c'est là que ça entre en jeu par les règlements municipaux. Donc, il y a des municipalités, exemple Belleuil, puis il y en a d'autres également, qui ont fait le choix comme municipalité de se désigner des rues dans les municipalités pour jouer. Moi, c'est comme ça à Saint-Bruno. Ouais. Il y a des secteurs de jeu, ce que je trouve idiot, là, parce que ça finit que le jeune, il finit par jouer, tu sais, mettons, c'est sur 500 mètres. Mais des fois, ils dépassent, là, puis ils sont rendus à... Tu comprends? Ils dépassent la zone. Là. Je trouve qu'on veut tellement trop encadrer les jeunes. C'est la même chose avec les structures dans les parcs. On fait des structures, une structure, une autre structure. Des fois, un espace vert où est-ce qu'ils vont pouvoir juste jouer au ballon, courir, jouer à la tag. On dirait qu'on a une phobie des espaces verts, qu'est-ce que les jeunes vont faire, mais qui allent dans le parc. On peut-tu les laisser aller? Et même chose avec la rue. Mais j'ai entendu le maire expliquer que cette loi-là va être... modifié. En tout cas, ils vont faire un petit astérix à côté. Puis ce qu'il expliquait aussi, c'est que ça a été exceptionnel parce qu'à cause des vents, il y a plusieurs paniers de basketball qui se sont retrouvés dans la rue. Et c'est pour ça que les policiers passaient pour faire un peu de prévention, là, pour dire, tu sais, on joue pas dans la rue, ramassez vos affaires, laissez pas traîner un panier de basketball, un ballon, des choses comme ça dans la rue. Ou juste des buts de hockey, autant en hiver qu'en été. Là, on en voit plusieurs là, quand tu te promènes dans les rues résidentielles, puis que des fois, les jeunes doivent arrêter de jouer justement pour laisser passer les voitures. C'est notamment ce qui a été soulevé là, beaucoup sur les réseaux sociaux parce que pas besoin de dire que les commentaires ont déferlé sur Twitter après la publication de M. Neveu. Il y a des internautes qui ont dénoncé le règlement qu'ils jugeaient beaucoup trop strict, d'autres qui mentionnaient avoir joué dans la rue toute leur enfance, que c'était trop demandé, en fait, de demander si c'est trop demandé aux automobilistes qu'ils adoptent une conduite passive et sécuritaire dans les quartiers résidentiels. Et comme le disait Mme Gibault, là, il y a plusieurs autres municipalités qui ont adopté des règlements permettant aux familles, aux enfants d'utiliser la rue pour y jouer de manière sécuritaire. Tu sais, les quartiers résidentiels en plein jour, là, ils passent pas une voiture à la minute, là. Il y a bien des places que ça dérange pas bien que tu joues un peu dans la rue. Là. Je parle pas d'une route à 90, là, mais un petit c'est ça, parce que dans les rues, c'est résidentiel, c'est entre 30 et 50 km/h, tout dépend des quartiers. T'es capable s'il y a 2 buts de hockey, t'es capable de soit détasser ou de faire le tour quand tu passes, puis des fois, ça peut prendre 10 minutes avant qu'il en repasse une autre. Oui, exactement. Cette semaine, c'est la 30e semaine nationale de la prévention de la noyade. Sur le site Internet de la Société de sauvetage, on affirme avoir recensé 42 noyades non officielles en date du 15 juillet 2023, comparativement à 32 à pareille date en 2022. Donc, bien évidemment, l'organisation préconise la baignade en milieu surveillé. On peut écouter un extrait de Éric Hervieux, président de l'Association des responsables aquatiques du Québec.
déjà plusieurs noyades qui ont été dénombrées, plusieurs contextes aussi qui vont mener à ces accidents-là. Des fois, c'est des activités de plaisance, on fait de la pêche, on est en bateau, activité nautique. Il y a aussi des activités qui impliquent des travailleurs. On travaille sur des ponts à proximité de plans d'eau, il va y avoir une chute à l'eau. Donc, ce ne sont pas toujours lorsque la baignade est prévue à l'activité que les noyades se produisent. Faut le dire, là, même que dans plusieurs cas, ce n'est pas la baignade qui était prévue dans les activités. On voit déjà, comme à chaque année, plusieurs noyades chez les jeunes. On sait que 9 noyades sur 10 chez les moins de 5 ans est causée par un manque de supervision ou un enfant qui va échapper à la supervision. Alors, c'est important là, de garder les plus jeunes toujours à proximité et d'avoir aussi un aménagement sécuritaire de notre piscine d'arrière-cour pour éviter là, qu'ils puissent se faufiler. Donc, c'est le bilan que l'association tire là, jusqu'à présent concernant les noyades. Trouves-tu ça inquiétant, toi, Jean-François, de voir que l'an dernier, on avait 32 noyades à pareille date et cette année, 42? Au-delà des chiffres, là, on dit toujours qu'une noyade, c'est une noyade de trop. Là. Fait qu'il y en aurait eu 10, que c'est pas mieux. Les enfants, je me questionne toujours qu'est-ce qu'on peut faire avec les enfants parce que ça finit par échapper à notre vigilance. On oublie de bien fermer la clôture, de monter les marches. Tu sais, une piscine hors terre devrait avoir des marches. Fait que ça va être vraiment difficile de les enrayer complètement. Même si ce serait espéré. Moi, c'est plus tous les sports nautiques. Il y en a eu depuis le début de l'année là, des gens qui sont partis en motomarine. En motomarine, pas de veste. Qui font du ski nautique, pas de veste. T'as beau être un bon nageur, tu peux te cogner, tu peux, en tombant dans l'eau, avoir une petite perte d'équilibre. Pas d'équilibre, mais de conscience pendant 3-4 secondes. Puis en début d'année, l'eau est froide. Même chose avec les nageurs, les pêcheurs, tout ça. C'est plus au niveau des adultes que je trouve qu'il y a beaucoup d'insouciance. Puis pour ce qui est des enfants, des fois, je questionne un peu... plus ça va, plus on se fait des maisons où est-ce qu'on veut un beau derrière de maison, là, la galerie qui descend tranquillement dans la piscine. Il n'y a pas de clôture, c'est le terrain qui est clôturé, la piscine ne l'est pas. Mais tabarouette, moi, je vivrais mal. Là. Puis des fois, je pense à... Là, mes enfants sont grands, puis là, on pense à déménager, puis j'ai envie d'en avoir une comme ça, mais je me dis, mais j'ai des petits-enfants. La pire chose que je veux qu'il arrive, c'est que... Il y en a un qui tombe dans l'eau. Ben oui, tu rentres 2 secondes chercher de quoi, puis il est déjà trop tard. Là, fait que c'est le fun que ce soit beau, mais il faut que ce soit sécuritaire d'abord et avant tout. Oui, puis tu parlais des enfants. On parle ici, dans 90% des cas de noyade chez les moins de 5 ans, c'est la surveillance qui est déficiente qui est en cause. Donc, M. Hervieux recommande d'ailleurs de rester à portée de bras d'un enfant de moins de 7 ans dans l'eau ou du moins près d'un plan d'eau. Il mentionne aussi que savoir nager, c'est pas un vaccin contre la noyade et qu'il y a il y en a plusieurs qui surestiment leur capacité. On peut tout simplement avoir un malaise ou avoir une situation impromptue là, quand on est dans l'eau qui peuvent survenir à tout moment et ainsi causer une noyade. C'est qu'il y a quelque chose de festif avec l'eau. On va dans les airs, sur les routes, on se protège, on a peur, on se dit d'un coup qu'il arrive de quoi. Dans l'eau, on a toujours l'impression qu'il peut rien arriver. On est dans l'eau. Il ne peut rien arriver. Il y a quelque chose de calme avec l'eau. Mais c'est hyper dangereux. Puis, on est rendu à 42. C'est énorme. Tout savoir en 24 minutes. Une balade à vélo au Bas-Saint-Laurent aurait pu avoir une fin tragique pour un homme de 69 ans. L'homme en question a été piégé par des orages violents alors qu'il se baladait sur son vélo électrique et qu'il a été frappé par la foudre et qui a subi de graves complications qui auraient pu carrément lui coûter la vie. Il mentionne que c'est son instinct de survie qui l'a sauvé, que son système électrique pour le cœur a sauté. C'est vraiment le cœur là, qui a mangé le coup. Il s'est fait installer un stimulateur cardiaque qu'il gardera en permanence 8 jours après les événements. Donc, pour te ramener dans les faits, Jean-François, c'est le 1er juillet que c'est arrivé. L'homme en question, Lavergne Martin, est parti, comme il fait presque tous les jours quand il fait beau, pour une randonnée de quelques dizaines de kilomètres dans les rues, les pistes cyclables de la MRC de Rivière-du-Loup. Il est allé manger une petite crème molle, puis sur le chemin du retour, le temps s'est couvert d'un coup. Ça s'est fait
super rapidement. Donc, il a décidé d'augmenter sa vitesse à un peu plus d'environ 30 km/h. Puis, il a emprunté un sentier du Petit Témis qui passe tout près de chez lui. Mais en quelques minutes, c'est devenu noir. Il y a des orages qui se sont abattus dans le secteur. Il mentionne avoir entendu le tonnerre, avoir vu des éclairs et bang, il a été éjecté de son vélo. Donc, nerveusement, il est retourné sur son vélo avant de constater qu'il n'y avait plus de batterie pour son vélo. La batterie était dans le champ à environ 5 pieds du vélo. Il l'a replacée, mais elle ne fonctionnait plus, mais il est quand même reparti en pédalant. Et c'est quand il est arrivé chez lui que ses voisins, qui, eux, travaillent dans le domaine de la santé, ont remarqué que l'homme était pas dans son état normal. D'habitude, il jase, il sourit. Donc là, ils ont remarqué une petite anormalité à ce moment-là. Ils l'ont trouvé bizarre et à ce moment-là, l'homme a commencé à perdre la vue et il y a certaines parties de l'histoire qui ont dû lui être racontées, même parce qu'il avait carrément perdu la carte. Et les Samaritains qui sont venus porter secours ont décidé d'appeler les services d'urgence. Puis il mentionne que s'il avait été seul, il serait peut-être mort à l'heure où à laquelle il a parlé au journal de Montréal. Puis une fois à l'hôpital, l'homme est resté sous surveillance pendant 6 jours aux soins intensifs avant d'être transféré à Québec pour l'implantation d'un stimulateur cardiaque. C'est fait fort quand même l'instinct de survie, le corps humain. Là. Je veux dire, il est quand même retourné chez eux, là, visiblement dans un mauvais état. Il a été frappé par la foudre, oui. Oui, mais il y a eu la force et l'instinct de dire je retourne à la maison. Il a été chanceux. Économie. Es-tu membre Costco, toi, Jean-François? Oui, madame. Oui, madame. Est-ce que tu sais combien de fois tu y vas environ par année puis combien d'argent tu y dépenses? Trop n'est pas une bonne réponse. Bien, en couple, parce que c'est une carte de couple qu'on a. Des fois, c'est ma blonde, des fois, c'est moi. Je te dirais qu'on doit y aller... On doit y aller entre 15 et 20 fois par année. Par année, OK. Ouais, une fois ou deux par mois. Fait que, j'irai avec ça. C'est quand même une bonne moyenne parce qu'il y a un site qui est spécialisé en finances personnelles qui a fait un sondage auprès de plus de 1000 Américains pour mieux connaître les habitudes d'achat chez Costco, qui est un géant américain. Et il y a certaines données qui risquent de surprendre. La majorité des membres Costco dépensent entre 50 $ et 200 $ en moyenne à chaque visite. Moi, je suis au-dessus de ça. Toi, t'es au-dessus de ça? Ah ouais. Moi, quand je vais chez Costco, parce que des fois, il y a trop de monde chez Costco, puis que je vois quelqu'un qui a un pain, puis un pain puis une pinte de lait, tu fais non, ça, tu vas à l'épicerie. Là, quand tu vas chez Costco, moi, c'est parce que tu veux en stocker. C'est pour remplir, c'est en exact. gros. Ouais. Tu pars pour la fin de semaine avec des amis dans un chalet, tu sais, tout aussi bien d'aller là-bas faire l'épicerie pour la gang ou acheter des choses en grosse quantité. Fait que moi, je te dirais... Souvent, c'est alentour de 300 $. 300 $? OK. Ouais. Bien, il y a près de 17 % des clients qui, eux, vont dépenser entre 50 et 100 $, 17 % entre 101 et 150 $ et 16 % entre 151 et 200 $. Et les données du sondage mentionnent aussi qu'il y a 9 % qui dépensent entre 350 et 400 $. Donc, toi, si on fait une moyenne... Moi, je serais là-dedans, je pense. Tu serais dans le 9 % Hey, mais ça va vite, là. Ça va super Famille vite. de 4, là. Ouais. Ben oui, parce que des fois, on voit des rabais, puis là, on se dit, c'est pas cher, mais plusieurs pas chers ensemble fait que le total est cher. Puis le sondage mentionne que ce serait les jeunes Américains qui dépenseraient plus d'argent par visite que les personnes plus âgées. Donc, les 18 à 24 ans sont plus susceptibles de dépenser plus de 400 $ pour un seul voyage chez Costco et 16 d'entre eux disent dépenser habituellement autant d'argent en un seul voyage. Donc, le constat est complètement différent chez la clientèle plus âgée. Donc, pour les membres entre 55 et 64 ans, on parle de 52 % de ces membres et 44 % des 65 ans et plus qui vont acheter pour moins de 100 $. Bon. Chez Costco. Chez Costco. Est-ce que tu trouves ça réaliste d'acheter pour moins de 100 $, toi, chez Costco? Non, ben moi, j'y vais pas dans ce cas-là. Moi, pour vrai, c'est pas une partie de plaisir aller chez Costco. Là. Il y a du monde... ça se bouscule pas, là, mais ça circule pas nécessairement là, chez Costco. Fait que si j'ai besoin d'une coupe d'affaires là, qui va me coûter 40-50$, je vais aller dans une épicerie régulière. Mais ça, c'est ma façon de voir les choses, hein, n'est-ce pas? Oui, bien, si tu habites pas à côté d'un Costco, c'est peut-être plus facile pour toi là, d'aller à l'épicerie pour acheter une pinte de lait que peut-être aller au Costco pour en avoir le double ou le triple de la quantité. Et pour ce qui est des nombres de visites, on parle de 22 % qui s'y rendent une fois ou 2 semaines et 29 % une fois par mois. Toi, tu disais... Je suis dans les statistiques. Tu y allais une quinzaine de fois. Une à 2 fois par mois. Fait OK, que, bon.
Bon, c'est ça. Donc, on a quand même plusieurs données qui varient, mais il y a 5 des gens qui y vont tous les jours. Ouais, 5 c'est ça. C'est ceux-là qui engorgent le système. Tu vas pas au Costco quand il te manque 2 tomates. C'est pas là que tu vas. On a tous notre vision du Costco. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, pour vrai, j'y vais plus souvent qu'avant avec le prix des aliments qui est de plus en plus cher. Puis j'ai le luxe d'avoir une maison, donc on peut stocker le papier de toilette, du détergent, des affaires comme ça. Ou même, là, tu sais, mon gars s'entraîne, là, des barres tendres. Des barres protéinées. Du Gatorade, des affaires comme ça. Ben, on va chercher ça là. On sauve des sous, pas le choix. C'était Tout savoir en 24 minutes. Merci, Marianne. Merci.